Bonjour à toi et bienvenue dans les murmures de l'histoire. Ici, on dépoussière les archives pour redonner vie à des récits fascinants, troublants, parfois effrayants. Ce soir, je t'emmène dans une histoire qui glace le sang. Une histoire où la lumière et l'ombre s'entrelacent, où l'humain se révèle dans toute sa complexité. Je te présente ce soir le docteur Marcel Petiot. Un nom qui résonne étrangement. Pour certains, il évoque l'image rassurante d'un médecin dévoué, un homme au service des autres, mais pour d'autres, et peut-être pour toi aussi, après ce soir, ce nom devient synonyme d'horreur. Car derrière ce masque de bienveillance se cache un tout autre visage, celui d'un meurtrier rusé, calculateur, presque insaisissable. Ce n'est pas juste une histoire de crime sordide, c'est une plongée dans les profondeurs les plus sombres de l'âme humaine, une exploration de cette frontière fragile entre le bien et le mal, cette ligne qui parfois disparaît complètement. Alors, installe-toi confortablement, mais garde l'esprit alerte. Ce soir, nous allons ouvrir ensemble l'un des chapitres les plus troublants de l'histoire criminelle française. Prête à affronter l'indicible ? Pour comprendre le monstre, il faut d'abord remonter à ses origines. Marcel Petiot voit le jour le 17 janvier 1897. Dans la petite ville paisible d'Auxerre, nichée au cœur de la Bourgogne. Mais derrière cette façade tranquille, un enfant pas comme les autres grandit. Un garçon intelligent, peut-être trop pour son propre bien. Dès son plus jeune âge, Marcel intrigue autant qu'il inquiète. On raconte qu'à seulement 11 ans, il aurait été surpris en train de torturer un chat. Pourquoi ? Personne ne le sait. Ce qui est certain, c'est que ce n'était pas un acte isolé. Dans son entourage, on le décrit comme brillant, mais instable, parfois cruel. Il change d'école à plusieurs reprises, renvoyé pour des vols ou des comportements inappropriés. Et puis, il y a cette histoire. Un jour, dans la cour de récréation, Marcel aurait tendu un piège destiné à blesser gravement un camarade. Heureusement, l'enfant s'en sort indemne. Mais ces signaux d'alerte, bien visibles aujourd'hui, sont ignorés à l'époque. Dans la France du début du XXe siècle, on préfère détourner les yeux de ces bizarreries d'un enfant, surtout s'il est intelligent. Malgré ces débuts troublants, Petiot montre un esprit hors du commun. À 18 ans, il est mobilisé pour la Première Guerre mondiale. L'enfer des tranchées, la boue, les explosions, les morts, tout cela le marque profondément. En 1916, une blessure le ramène à l'arrière. Mais ce n'est pas seulement son corps qui est atteint. On diagnostique chez lui des troubles mentaux. Jugé inapte, il est renvoyé chez lui, libéré du service militaire. Et pourtant, contre toute attente, c'est à ce moment que les trajectoires de Marcel prend un autre tournant inattendu. Il décide de devenir médecin, à Paris. Il décroche son diplôme en un temps record. À seulement 23 ans, Marcel Petiot, cet enfant perturbé, devenu jeune homme marqué par la guerre, est désormais docteur. Mais derrière ce titre prestigieux, quelque chose d'inquiétant persiste. Une ombre, une faille. Nous sommes dans les années 1920. Marcel Petiot s'installe à Villeneuve-sur-Yvonne, une petite ville paisible de province. Là-bas, il ne tarde pas à se faire un nom. Les habitants le surnomment rapidement le docteur des pauvres. Il soigne sans réclamer un sou aux plus démunis, ouvre grand sa porte à ceux que les autres médecins auraient ignorés. Dans les rues, on le salue avec respect
presque admiration. Mais derrière cette image d'homme généreux et dévoué, une ombre plane. Une patiente raconte un souvenir troublant. Elle était venue le consulter pour un mal bénin. Il lui a administré une injection sans trop d'explications. Quelques heures plus tard, elle a été prise de violents maux si graves qu'elle a cru mourir. Quand elle retournait le voir pour comprendre, il l'a accueillie avec un sourire étrange, presque narquois. Il l'a renvoyée chez elle, sans un mot de plus. Et ce n'est pas tout. Peu à peu, des rumeurs commencent à courir dans Villeneuve-sur-Yvonne. On murmure que certains patients de Petiot ne sont jamais rentrés chez eux. Mais qui oserait accuser cet homme si respecté et respectable? Après tout, en 1926, il est même élu maire de la ville, un médecin, un maire, un homme au-dessus de tout soupçon. Puis, en 1927, survient un événement qui fait basculer les murmures en soupçons. Une jeune femme, Louise Delvaux, disparaît mystérieusement. La dernière fois qu'on l'a vue, elle était en compagnie de Marcel Petiot. Quelques semaines plus tard, son corps est repêché dans une rivière, mutilé. Les regards se tournent vers lui, les langues commencent à se délier, mais malgré les soupçons, aucune preuve solide ne vient étayer les accusations. Petiot, avec son sourire énigmatique, échappe à la justice. Et ça, ce n'est que le début d'une descente dans les ténèbres. Nous voici maintenant durant l'occupation allemande. Marcel Petiot quitte Villeneuve-sur-Yvonne pour s'installer à Paris, au 21 rue Le Sieur. C'est là, dans cet immeuble anodin du 16e arrondissement, qu'il met en place son plan le plus macabre. Sous couvert d'une noble cause, il se présente comme un sauveur, un passeur, capable d'aider les Juifs et les résistants à fuir l'Europe pour rejoindre l'Amérique du Sud. Il promet des visas, des passeports, une nouvelle vie, loin des rafles, loin de la guerre, mais ce qu'il leur offre en réalité, c'est une mort atroce. Un survivant, l'un des rares à avoir échappé à ses griffes, témoignera bien des années plus tard. Je me souviens de son sourire. Il avait l'air si sûr de lui, si rassurant. Mais dans ses yeux, il y avait autre chose, une froideur, comme s'il jouait un rôle. Les victimes, une fois arrivées dans son appartement, étaient invitées à entrer dans une pièce qu'il appelait la chambre de désinfection. Un nom trompeur pour un lieu de la mort. Petiot les asphyxiait avec du monoxyde de carbone ou leur administrait des doses mortelles de poison. Mais il ne s'arrêtait pas là. Petiot ne tuait pas seulement, il dépouillait ses victimes, argent, bijoux, objets précieux, tout ce que ces pauvres personnes possédaient finissait dans ses poches, lui permettant d'amasser une fortune sur le dos de leur espoir brisé. Et leur corps, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il en fait? Mais que faire des dizaines de cadavres qui s'entassent dans cet appartement de la rue Le Sieur? C'est là que son génie macabre, sinistre, entre en scène. Petiot transforme sa cave en un véritable four crématoire. Il installe un incinérateur et il brûle les corps nuit après nuit. Les voisins, eux, commencent à remarquer des choses étranges. Une fumée noire s'échappe régulièrement de la cheminée, répandant des odeurs insupportables dans le quartier. On savait qu'il était médecin. Alors on se disait qu'il brûlait peut-être des déchets médicaux, des choses qu'on ne comprenait pas, mais vous ne vous rendez pas compte, l'odeur, c'était autre chose. Ça sentait la mort. Dans l'ombre de la guerre,
Marcel Petiot mène son entreprise macabre en toute impunité. Mais pour combien de temps encore ? En 1944, la guerre touche enfin à sa fin. Mais Paris cache encore ses secrets les plus sombres. C'est dans l'appartement du 21 rue Le Sieur que la police fait une découverte macabre. Et ce qu'il trouve dépasse l'imagination. Des restes humains éparpillés dans des valises, des morceaux de corps soigneusement emballés, et dans un coin des carnets, des dizaines de noms, chacun représentant une victime, un espoir brisé. L'odeur est insoutenable, la scène d'horreur, même les enquêteurs les plus aguerris restent figés. Mais Marcel Petiot, le maître du lieu, a disparu. C'est un fantôme. Il s'évanouit dans la nature. Pendant des mois, il joue un jeu dangereux, usant de fausses identités pour échapper aux autorités. Et dans un ultime tour de force, il infiltre la résistance, se faisant passer pour un héros. À ceux qu'il croise, il raconte qu'il lutte contre l'ennemi nazi. Personne ne se doute qu'il est en réalité l'un des plus grands prédateurs de l'histoire criminelle française. 1946, Marcel Petiot est finalement capturé et jugé. Son procès devient un spectacle médiatique, suivi par toute la France. Dans le box des accusés, il affiche un calme déroutant, presque insolent. Face au juge, il nie tout, ou plutôt, il justifie ses actes avec une assurance glaçante. « Je n'ai tué que des traîtres, des nazis, des ennemis de la France. » Mais les preuves s'accumulent, les témoignages, les objets volés, les restes humains retrouvés dans son appartement, tout converge pour révéler l'ampleur de ses crimes. Après un procès qui fascine autant qu'il terrifie, le verdict tombe. Marcel Petiot est condamné à mort. Le 25 mai 1946, au petit matin, il monte sur l'échafaud, face à la guillotine. Il reste fidèle à lui-même, impassible, presque défiant. Quelques secondes plus tard, la lame tombe, mettant fin à l'existence de l'un des criminels les plus monstrueux que la France ait connus. Mais les questions demeurent. Comment un homme a-t-il pu cacher une telle noirceur derrière un masque de bienveillance? Et surtout, combien de victimes n'ont jamais été retrouvées? Le docteur Petiot nous rappelle une vérité troublante. Le mal peut se cacher derrière les masques les plus respectables. Un médecin, un maire, un prétendu résistant, autant de rôles qui inspiraient confiance, et pourtant, derrière chacun d'eux se cachait un monstre. Son histoire continue de fasciner, non seulement pour l'horreur de ses actes, mais aussi pour ce qu'elle révèle de la nature humaine. Marcel Petiot n'était pas un tueur ordinaire. Il manipulait, séduisait et jouait avec la perception des autres pour commettre ses crimes. Une leçon glaçante qui nous pousse à réfléchir. Jusqu'où peut aller une personne pour servir ses propres intérêts, tout en dissimulant ses véritables intentions, son véritable visage? Mais l'histoire de Petiot est aussi un avertissement. Elle nous rappelle l'importance de rester vigilant, de questionner ce que nous voyons et de ne jamais accepter les apparences comme étant des vérités absolues. Si Petiot a pu agir en toute impunité pendant des années,
c'est aussi parce que son masque de respectabilité l'a protégée. Finalement, ce récit soulève une question universelle. Sommes-nous prêts à reconnaître le mal, même lorsqu'il se présente sous des traits familiers? Merci de m'avoir accompagné dans cet épisode des Murmures de l'Histoire. Les ombres de passé regorgent de secrets, et c'est en les explorant que nous pouvons espérer comprendre le présent. Alors, reste avec nous, car d'autres mystères attendent d'être dévoilés. Et qui sait ce que l'histoire nous murmurera la prochaine fois.